Mali a été colonisé à partir de la moitié du 19e siècle. Mais avant la colonisation du Mali, il a fallu à la France 50 ans de préparation. Ensuite 50 ans de guerre. Donc c'est pendant une centaine d'années que la France a déployé ses activités pour dominer ce pays. Pour ensuite dominer le pays pendant 80 ans. Ça vous fait donc une histoire qui s'étend sur 180 ans. Alors c'est pour vous dire que l'histoire de la colonisation, c'est une longue histoire. Une histoire faite de combats héroïques. Et la France comprenait qu'il suffisait de conquérir le Mali pour ensuite avoir à sa disposition le reste de l'Ouest africain. C'est pour cela qu'ils ont mis toutes leurs forces et tous leurs moyens à la conquête du Soudan. Ils l'ont préparé pendant 50 ans avec un espionnage très précis. Je peux vous montrer des livres dans lesquels on a établi les cartes d'état-major à l'avance avant d'envahir le pays. Et tout était précis. Et les villes et les villages ont été tous bombardés. Les niveaux technologiques faisaient qu'il y avait dans les villages très peu de fusils. Et quand c'était des fusils à pierre. Et les colonisateurs sont venus avec des fusils automatiques et des mitrailleuses et des canons. Donc, technologiquement, c'était proprement inégal. Mais ça n'a pas permis une victoire facile. Pour conquérir l'Irak dans les années 2000, il a fallu quelques semaines. Pour conquérir le Soudan, il a fallu 50 ans. C'est pour vous dire que la résistance a été héroïque. On a entassé des cadavres dans tous les villages. Il n'y avait pratiquement pas de village important de ce pays qui n'était pas protégé par un mur d'enceinte qu'on appelle tata. Il y avait des tatas partout. Si vous avez l'occasion d'aller à Sikasso, vous verrez ce que c'est qu'un tata. C'est des murs d'enceinte d'une épaisseur minimale de 6 à 8 mètres de large. Enfin, quand on dit largeur d'un mur, c'est la largeur au sommet du mur. Ce qui fait que au-dessus d'un tata, 2 à 3 chevaux peuvent courir de front pour traduire l'épaisseur un peu de ces murs-là. C'est bien des boulevards, quoi. Aussi bien que pour bombarder et écraser ces murs-là et pénétrer dans les villages, les Français ont dû dépenser des centaines d'obus. J'ai un relevé des différentes quantités d'obus qui ont été employés pour conquérir les principales localités de ce pays. C'est impressionnant. Mais c'est ainsi que, par exemple, pour conquérir une ville comme Ségou, il a fallu tirer pendant plus de 3 heures au canon. Pendant 3 heures au canon, on a envoyé des obus. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est plusieurs centaines d'obus qu'on a envoyés contre des murs en Banco. Bon, et on y a tué au moins 1200, 1500 personnes pour prendre la ville. À Sikasso, si vous avez l'occasion de visiter, on vous montrera la fosse commune de Sikasso. Il y a 900 cadavres. Bon, c'est pour vous dire que partout, la conquête a été jonchée de cadavres, de destruction d'immeubles, de destruction d'animaux, d'élevage, de destruction de récoltes, de scènes féroces. C'est ainsi, par exemple, que lorsqu'on a détruit une zone comme la zone de Kolokani, on a organisé des convois de prisonniers de guerre coloniale pour venir à Bamako avec ce contingent-là. Et on a vécu la scène d'une femme qui a accouché en marchant et dont on a coupé le cordon ombilical du bébé avec le sabre du garde qui conduisait la procession. Et l'enfant, on l'a jeté pour mort le long de la piste. Et le combat a continué.
Donc c'est pour vous dire que c'était des actes de férocité inouïe. Et la colonisation s'est imposée de cette manière-là. Elle a duré 80 ans. Et pendant 80 ans, c'était la dictature la plus féroce, l'exploitation économique la plus éhontée, parce qu'on faisait faire des travaux aux gens qu'on appelait travaux forcés, et les fruits de ces travaux forcés étaient exportés en France gratuitement au bénéfice des entreprises coloniales. Donc, là on parle de quelle date là par exemple? Sur la frise chronologique, on est où? Pardon? Sur la frise chronologique, on est où là par rapport à ce que vous nous dites là? Bon, ça s'est situé de 1920 à 1945. Exemple, on cultivait du riz à l'office du Niger. Les travailleurs qui faisaient ce travail-là, on les recrutait comme des soldats, mais des soldats pour cultiver, pas des soldats pour faire la guerre. On les appelait la deuxième portion libre. Elle était libre par rapport aux armes, mais occupée à cultiver le riz, et le riz était exporté à destination de l'étranger après l'exploitation de cette manière-là. De même, on prenait des travailleurs par contingent entier, on chargeait des trains pour les amener au Sénégal. On leur faisait cultiver l'arachide et l'arachide était exporté directement à partir du port de Dakar vers la France. Et il y a des huileries françaises qui fonctionnaient sur la base de l'arachide produit au Sénégal de cette manière-là par les travaux forcés. C'est la même chose qui se faisait dans d'autres pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la culture du café se faisait aussi par les travaux forcés. Dans d'autres pays, c'est l'exploitation du bois par travaux forcés. Toute la colonisation était basée sur les travaux forcés. Et ensuite, eh bien, le marché de tous ces pays-là était entièrement contrôlé par les factoreries françaises. Par exemple, une ville comme Bamako, quand vous circulez aujourd'hui, et même dans les quartiers les plus reculés, vous voyez des petites boutiques, des échoppes, des gens qui vendent des marchandises. Sous le régime colonial, ça n'existait pas ça. À Bamako, au marché, il n'y avait pas une seule boutique qui était détenue par un Malien. Toutes les boutiques, tout ce qui se vendait par des Français ou des Libano-Syriens installés par les Français. Des Libano-Syriens. C'est-à-dire des Syriens et des Libanais qui étaient sous domination française au Liban et en Syrie, qui étaient des colonies françaises à l'époque, et dont les ressortissants venaient comme exploitants de seconde zone du marché qui était soumis à la France. Alors c'est ainsi que l'exploitation se faisait. En même temps, le pays était maintenu dans un étau de fer. La culture, la santé et les infrastructures n'étaient pas développées. Pour vous donner une idée, après 50 ans de colonisation, il n'y avait pas 10 bacheliers dans le pays. Et à quelle époque, vous, personnellement, vous intervenez dans l'histoire du Mali? C'est à partir de 1945, à la fin de la guerre, lorsque la possibilité a été offerte d'organiser des partis, des syndicats et des associations dans les colonies. Nous avons vu se former un certain nombre d'associations et les jeunes que nous étions, nous sommes précipités dans ces organisations pour affirmer notre personnalité. Il y avait quel nom? Il y a eu d'abord le parti l'Union souveraine RDA qui s'est formé en 1946, mais auparavant il y a eu des associations sportives de jeunesse, il y a eu des associations culturelles, théâtrales, il y a eu et toutes ces associations avaient une connotation anticolonialiste. C'est-à-dire c'est des associations où on menait des activités culturelles avec comme arrière-pensée de nous unir pour nous préparer au combat pour libérer notre pays d'une manière ou de l'autre. Et vous étiez où? Moi j'étais à Bamako. Toutes ces activités je les ai
ici à Bamako. Vous êtes engagé dans quelle voie, dans quel syndicat, dans quel parti? Je me suis engagé dans l'Union soudanaise RDA pour la simple raison que parmi les fondateurs de ce parti, il y avait mon père. Vous aviez quel âge, vous, à cette époque-là? À l'époque, je devais avoir 16-17 ans. Et nous étions les éléments actifs pour mobiliser, pour communiquer, pour porter les messages, pour faire les commissions de nos tontons et de nos aînés. Et on le faisait avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on avait le sentiment qu'on servait une bonne cause.